à l'île de Clipperton. La parole est à Monsieur Philippe Folliot, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais vous parler de la France. De la France dans sa grandeur, de la France dans sa diversité, au travers de cette île très méconnue qu'est l'île de Clipperton, seule possession française du Pacifique Nord. C'était un 3 avril 1711, quand navigateur français Michel du Bocage, croisant au large d'une île non répertoriée, permet finalement d'avoir le premier point qui a pu servir de cadre juridique pour la souveraineté française de cette île, qui est devenue effective en 1858 quand Napoléon III a décidé de prendre officiellement possession de cette île. S'en est suivi une situation un petit peu complexe, avec des liens à la fois amicaux, mais parfois plus conflictuels avec le Mexique. Et ces liens, sur un plan juridique, ayant été finalement actés par le biais d'un arbitrage international décidé en 1910, et avec un arbitrage, alors c'est vrai que la justice internationale s'étant hâtée lentement, c'est en 1931 que l'arbitre, le roi Victor Emmanuel d'Italie, donc a décidé de reconnaître la souveraineté pleine et entière de la France sur l'île de Clipperton. Du reste, on dit île de Clipperton, mais on devrait dire île de la Passion, qui est son nom dans la région. Pourquoi île de la Passion? Parce que ce 3 avril 1711 était un vendredi saint, et c'est pour cela que du Bocage a qualifié et a nommé cette île île de la Passion. Et c'est avec passion, mes chers collègues, que je vais vous parler de ce territoire qui est certainement le plus reculé, le plus oublié de la République. Il y a peu de terres sur la planète, sur cette planète, qui sont à plus de 1000 km d'une autre terre. Ce qui est, à l'occurrence, le cas donc de cette île, qui offre un certain nombre d'intérêts au niveau de son écosystème, qui est assez spécifique, ne serait-ce que par rapport à son éloignement d'autres îles, mais aussi et surtout un intérêt peut-être sur un plan géostratégique. J'ai eu l'opportunité de me rendre sur place. C'était en 2015. Je remercie du reste le secrétariat général à la mer et la Marine nationale d'avoir facilité cette visite. Du reste, la première d'un élu de la République sur cette partie du territoire de la République, malheureusement trop longtemps et trop souvent délaissée, pour ne pas dire oubliée. Quand je me suis rendu sur place, j'ai eu un choc. Un choc lié à un spectacle de désolation. Une île abandonnée, puisque non habitée. Je rappelle que, au-delà des occupations plus ou moins légales des Mexicains à la fin du 19e et au début du 20e, et qui se sont du reste tragiquement terminées par l'épisode des oubliés donc de Clipperton, ou l'Isla de la Passion, pour reprendre la terminologie mexicaine, il n'y a pas eu de réelle occupation de cette île sur le XXe siècle, à l'exception de l'année 1944, où les Américains ont occupé cette île, ont du reste à l'époque aménagé un terrain d'aviation, ont laissé un certain nombre de témoignages de leur passage, notamment un dépôt explosif, que le gouvernement du reste a, dans le cadre d'une préconisation que j'avais faite dans mon rapport, finalement décidé d'honorer pour neutraliser enfin, plus de quelques décennies après, ce stock d'explosifs. Donc c'était la seule occupation, à l'exception notable de l'opération dite de Bougainville, donc entre 1966 et 1969, en
parallèle du début des essais à Mururoa, avec une station d'analyse pour d'éventuelles retombées sur cette île qui était, somme toute, judicieusement placée presque, j'allais dire, à mi-chemin entre la Polynésie et les États-Unis. C'est une situation qui est une situation donc quelque peu particulière au regard de cet abandon de fait, j'allais dire, des autorités françaises depuis des décennies, avec une île jonchée de déchets, un atoll fermé, 13 km de circonférence. Quand je dis un atoll fermé, ce n'est pas neutre, parce que l'intérieur de l'atoll, aujourd'hui, ressemble à ce qu'on pourrait qualifier de fosse septique, c'est-à-dire depuis des décennies, des tonnes et des tonnes de fientes d'oiseaux se sont accumulées, et donc aujourd'hui, il n'y a plus de vie dans cet atoll, et j'ai pu constater que même c'était corrosif pour m'être baigné au moins jusqu'à la taille pour aller sur le Zodiac qui nous a permis de le traverser de part en part. Et donc un atoll mort avec tout ce que cela représente. À l'issue de cette visite, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit à Madame la ministre Georges-Paul Langevin, que je salue, j'ai écrit au Président de la République pour dire ce que j'avais constaté. Et à l'issue de cela, on m'a fait l'honneur, Monsieur le Premier ministre m'a fait l'honneur de me charger d'une mission, de me nommer parlementaire en mission sur le devenir de cette île. J'ai beaucoup travaillé, et plus particulièrement, je voudrais saluer le nom de quelques personnes, tout d'abord du professeur Christian Jost de l'Université de la Polynésie française, qui est le spécialiste français donc, de Clipperton. Je voudrais saluer M. Thomas Payou du secrétariat général de la mer, qui m'a beaucoup aidé dans le cadre de cette mission. Mais je voudrais aussi saluer un certain nombre de passionnés qui sont dans une association qui s'appelle Clipperton Passion Outre-mer et qui, depuis des décennies, essaye de maintenir la flamme, si vous me permettez l'expression, de la présence et de l'intérêt français pour cette île. Parce que force est de constater que les autorités publiques, et quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, ont toujours quelque peu oublié, pour ne pas dire délaissé, cette île. C'est du reste pour cela que aujourd'hui, c'est un événement quelque peu historique à bien des égards, puisque c'est la première fois dans l'histoire du Parlement que nous allons consacrer autant de temps, et je l'espère positivement, Madame la Ministre, pour parler de cette île de la Passion, île de Clipperton, parce que ce n'est pas neutre. La France métropolitaine, c'est 345 000 km² de zone économique exclusive. L'île de Clipperton, 436 000 km², c'est-à-dire beaucoup plus. Et ne serait-ce qu'à ce niveau-là, par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir en matière de ressources halieutiques, notamment des tonidés, par rapport aux enjeux relatifs aux nodules polymétalliques, par rapport aux enjeux de préservation de l'environnement, nous y reviendrons aussi dans le cadre de nos débats, c'est un élément particulièrement important et essentiel. Simplement, la singularité de Clipperton aujourd'hui, et c'est ce que j'ai finalement mis en avant dans le cadre de ce rapport, fait que nous avons le devoir d'essayer de réfléchir à moyen terme sur la façon d'occuper cette île. Et à l'issue de ces travaux, en est ressortie la nécessité, de créer une station scientifique à vocation internationale, à l'instar de ce qu'avait fait la République il y a quelques décennies, dans les terres australes françaises, en décidant d'aménager des bases scientifiques au Kerguelen, à l'archipel des Crozets ou Amsterdam. Et c'est un élément important parce qu'il y a une attente forte de la communauté scientifique en la matière. De la même façon, il nous apparaît important, et c'est un des éléments de mon rapport, et c'est l'objet de ce texte de loi, de faire de telle sorte que nous puissions, à bien des égards, clarifier la situation sur un plan juridique de cette île. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a aucun statut juridique précis, c'est-à-dire c'est en fait le droit métropolitain qui s'applique ou qui ne s'applique pas, parce que totalement inadapté, et c'est l'objet de cette proposition de loi essentielle au travers de la création d'une collectivité ad hoc, à l'instar de ce qui s'est fait au niveau des TAF,
donc de pouvoir avoir un statut juridique clarifié qui correspond aux éléments et aux besoins. Alors il aurait pu y avoir d'autres options que nous avons écartées, c'est-à-dire créer un nouveau district d'Étaf, créer une réelle collectivité ou faire de telle sorte que Clipperton devienne la 49e commune de Polynésie. Non, la solution la plus sage est celle d'avoir cette collectivité ad hoc et c'est celle que je vous propose sur le modèle d'Étaf, surtout que nous sommes dans un schéma au niveau duquel il ne coûtera rien à l'État, Madame la Ministre, puisque l'objet c'est d'essayer de faire de telle sorte que cette collectivité, donc avec son haut administrateur qui serait le haut commissaire en Polynésie, donc puisse fonctionner à moyens constants, et ça c'est un élément important, avec création aussi, comme cela a été fait pour l'Étaf, donc d'un conseil consultatif qui serait donc à même de pouvoir donner un certain nombre d'avis. Je vais terminer mon propos par là. Le problème de fond de Clipperton, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'orientations et de décisions qui sont prises par un certain nombre de personnes qui n'y sont peut-être jamais allées, ils peuvent avoir des excuses, mais qui regardent cela de loin et avec une vision qui est une vision métropolitaine, mais qui assurément n'est pas une vision qui peut être celle du Pacifique d'une part et qui n'est pas une vision aussi assurément qui est empreinte d'un certain pragmatisme. Et je le regrette, j'aurai l'occasion de le dire, Madame la Ministre, il a été décidé par le gouvernement de créer une aire marine protégée donc, dans les eaux territoriales de Clipperton. Ceci est une bonne idée, mais compte tenu du fait qu'on ne se donne pas de moyens, j'allais dire, pour la mise en œuvre donc, de cette aire marine protégée, notamment en termes de protection, je le dirai tout à l'heure, mais je crains que nous soyons dans le cadre de quelque chose qui soit totalement déclaratif, pour lequel finalement nous nous faisons plaisir par rapport à un certain nombre d'objectifs et d'engagements internationaux, mais qui, en tout état de cause, sur le terrain, ne changera rien. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ceci affaiblit, je veux dire, à certains égards, la politique et la façon dont la France peut être jugée sur la scène internationale. Et j'en terminerai par là, Monsieur le Président. Excusez-moi, je parle de ce texte avec passion, parce que je crois que finalement, cette île mérite qu'on ait un léger dépassement au regard finalement du peu d'intérêt que collectivement nous y avons accordé ces dernières, non pas années, mais décennies. Je voudrais simplement dire que dans cette partie du monde, notamment par rapport à la gestion des ressources halieutiques, la France laisse faire sur sa zone économique exclusive comme sur ses eaux territoriales un certain nombre de choses qu'elle condamne partout ailleurs. Et nous sommes dans un cadre d'irresponsabilité. Et le problème de fond, c'est que cette irresponsabilité va perdurer tant que nous n'aurons pas le courage de faire quelque chose qui serait une bonne mesure, tant sur un plan écologique que sur un plan économique, que sur un plan financier, c'est-à-dire de faire de telle sorte que les droits de pêche qui ont été avec trop de laxisme octroyés par l'État en 2007, et c'était une autre majorité, un autre gouvernement, donc aux Mexicains, c'est-à-dire sans aucune contrepartie, sans aucune garantie, eh bien qu'elles puissent être mises en vente pour pouvoir rentrer dans un cercle vertueux. Ce cercle vertueux, c'est quoi, Madame la Ministre? Et je termine, Monsieur le Président. Ce cercle vertueux, c'est quoi? C'est d'une part donc de permettre j'allais dire, d'avoir des ressources fiscales qui pourraient être amenées à cette collectivité en vue de la création de cette base scientifique. Le deuxième élément vertueux, c'est une autorégulation, parce que quand vous avez un certain nombre de pêcheurs qui achètent des licences, ils assurent une autorégulation sur la zone pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'excès et qu'il n'y ait pas de pêche illégale ou intempestive comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, cela assurerait une réelle protection, j'allais dire, sur un plan donc physique et pratique, parce que nous sommes à Clipperton, à 8 jours de mer de la Polynésie, et à partir de là,
il faut se rendre compte de la problématique, et Maïna Sage peut en être le témoin par rapport à cela, des effets d'échelle donc dans ces territoires, et de l'absolue nécessité de prendre en compte ces éléments pour faire de telle sorte que quand nous prenons une décision vue d'un bureau ministériel, eh bien, il puisse y avoir de réelles capacités, possibilités d'application sur place. Je m'excuse, mes chers collègues, Madame la Ministre, surtout Monsieur le Président, d'avoir quelque peu débordé, mais j'espère que finalement, au fur et à mesure que nous avancerons dans ces travaux, nous pourrons faire de telle sorte que cette passion que je peux avoir pour cette île, comme pour d'autres du reste, eh bien, puisse être une passion partagée, et je ne doute pas que nous puissions faire avancer les choses positivement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas quelque peu débordé, vous avez beaucoup débordé. Et je serai beaucoup plus attentif tout à l'heure, eu égard à ce que vous nous avez dit.